Bien, je vais poser pour lancer cette table ronde, je vais poser la première question au professeur Laurencin. Vous êtes PEPH d'odontologie à Toulouse, et puis vous, en plus, vous avez des responsabilités institutionnelles importantes, puisque vous êtes directrice du département d'odontologie de l'UFR Santé. Ma première question sera, est-ce que pour vous, c'est évident de concilier vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que c'est un impératif? Est-ce que c'est compatible avec votre engagement? Et est-ce que ça vous amène à faire des concessions? Et si oui, lesquelles? Bonjour, merci de m'avoir convié à cette table ronde et merci de poser cette question finalement qui est assez importante et qui répond un petit peu à ce qui a été discuté toute cette journée. Je pense que ce n'est pas forcément évident, mais je pense que c'est un impératif parce que effectivement, on est PUPH, enseignant, chercheur, praticien, avec des responsabilités. Et à côté de ça, on est aussi parfois parents, aidants, enfants, enfin, d'autres choses en dehors de toutes ces activités-là qui rajoutent. Donc effectivement, je pense que si on veut réussir dans notre mission, il faut pouvoir concilier toutes ces fonctions-là. Alors, un des secrets pour le faire, c'est de savoir s'entourer, effectivement, d'avoir une équipe, de savoir travailler en équipe, et peut-être de pouvoir aussi bénéficier de la possibilité qu'offre nos métiers de PUPH d'être un petit peu flexible et de pouvoir se libérer sur certaines de ces charges, de garder certaines plus que d'autres, et de concilier comme ça, d'essayer d'adapter l'emploi du temps pour pouvoir rajouter ces fonctions un petit peu administratives. Merci beaucoup. Ma deuxième question sera pour Colin Asria. Vous êtes en année recherche, je crois. Vous faites partie de la génération Z. Vous allez être docteur junior. En plus, vous avez eu des responsabilités syndicales. Donc, vous défendez l'attente des internes à la prise en compte d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, un meilleur équilibre entre investissement et rémunération. Alors, d'après vous, est-ce que cette attente est compatible avec le problème de la continuité des soins et un exercice hospitalier, d'autant plus que vous êtes urgentiste, je crois? C'est exact. D'abord, j'aimerais remercier Madame la directrice de m'avoir convié à cette table ronde. Je suis, avec Kevin, je pense, le plus jeune. On entend beaucoup, et ça, je pense que ça va vous faire sourire, on entend beaucoup, ils ne veulent plus rien faire. Ils ne veulent plus rien faire. Alors, d'un spectre, d'un point de vue patron, d'un point de vue de mes maîtres, c'est peut-être vrai. Nous, les jeunes, j'ai l'impression, tout de même, qu'on a envie. Et c'est pour ça qu'on est représenté ici. C'est pour ça que les délégations syndicales sont présentes dans l'Assemblée. Les jeunes sont investis. Et vous parlez de travail dans les services, sans doute en disant que si les jeunes en font moins, les anciens en feraient plus. Mais c'est, je pense, le contraire, parce que les jeunes induisent cette dynamique chez nos aînés. Ils induisent cette réflexion de changement des modalités de planning. Et pour les urgentistes, on parle des urgences, c'est essentiel d'avoir une vie calibrée en médecine d'urgence. Il y a eu des études où l'espérance de vie est diminuée. Et c'est essentiel, en fait, d'avoir un équilibre entre les seniors, qui sont nos mentors, et entre les jeunes qui arrivent pour justement garder les jeunes dans les centres hospitaliers. Merci. Je vais revenir à vous, professeur Laurencin. Est-ce que vous voyez des aspirations au déséquilibre parmi les représentants de la Gen Z? Est-ce que, d'après vous, leur engagement en pâtit, ou est-ce qu'il prend d'autres formes? Et est-ce que voir leur approche, c'est une opportunité pour nous de rééquilibrer notre activité? Je pense que ça a été un petit peu déjà dit précédemment et puis sur les présentations. Et effectivement, c'est une génération qui bouscule ceux qui avaient une façon de fonctionner un petit peu plus linéaire, avec une certaine hiérarchie dans leur façon de travailler. Après, dans leur engagement, je pense qu'il faut prendre ce qui est intéressant, c'est cet équilibre entre leur sens de ce qu'ils veulent développer professionnellement, l'équilibre qu'ils cherchent
au niveau de leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur bien-être, leur santé mentale, et puis leur cadre de travail. Et peut-être que contrairement à des générations un peu plus anciennes, si elle ne vient pas à eux, ils vont aller la chercher. Et ça en fait une génération qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus flexible, et qui va aller finalement vers ce qu'elle veut avoir comme vie professionnelle. Bien, mais je vais revenir vers vous, Colin. Vous voulez des parcours plus fluides, donc avec des appétences fortes pour des expériences de vie, mais est-ce que vous n'avez pas peur que finalement ça fasse reposer sur les plus anciens une charge de travail qui est plus importante? C'est exactement la continuité de la première question. Montaigne disait il faut se prêter aux autres et se donner à soi-même. Je pense qu'elle résume bien tout ce qu'on a dit dans les précédentes présentations qui étaient d'une parfaite qualité, et pourtant Montaigne n'était pas Gen Z. Et c'est important justement de travailler collectivement dans les services, d'aller repenser les plannings, repenser aussi la responsabilité, parce qu'on dit le jeune n'est pas capé pour, le jeune n'est pas compétent pour, mais peut-être que si. Peut-être que si, il faut le faire participer aux décisions. C'est ce qu'on fait d'ailleurs au CHU de Montpellier. On fait participer, en tout cas la direction nous fait participer, nous, sur de nombreux sujets, et c'est ultra intéressant, ultra important pour les jeunes de se sentir concernés, de se sentir en tout cas implémentés dans une structure pour qu'en 2040, elle soit nôtre. Merci beaucoup. C'est une évidence qu'en 2040, ce sera vos CHU. Et donc, c'est très bien qu'aujourd'hui, on vous ait collectivement, parce qu'on a essayé de faire un panel avec les plus jeunes. Alors, parmi les plus jeunes, Marianne Jacques, vous êtes sage-femme, docteur en épidémiologie à Sorbonne Paris-Cité. On a vu les aspirations vie pro, vie perso. On voit aussi qu'il y a une aspiration des plus jeunes à moins de verticalité et plus de relations horizontales. Pour vous? Alors déjà, merci de m'avoir invité à participer. Alors quand on m'a dit qu'on cherchait une jeune sage-femme, je me suis dit waouh, à 34 ans, en fait, je fais plutôt partie des vieilles sages-femmes à l'hôpital. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, il y a cette question des rapports hiérarchiques, en fait, c'est ça à l'hôpital. Alors moi, je vais vous parler des sages-femmes parce que c'est ce que je connais, et puis on est un peu cet outsider un peu méconnu des professions médicales à l'hôpital. Alors pour les sages-femmes, il faut savoir que 2015 a acté la fin de l'encadrement hiérarchique entre sages-femmes en maintenant une autorité fonctionnelle, en fait, qui est exercée par les sages-femmes coordinatrices. En vérité, ça n'a pas changé grand-chose à l'organisation des soins en maternité, pour être tout à fait honnête. Et il reste aussi que si les sages-femmes doivent être normalement placées sous l'autorité des directions des affaires médicales, en fait, dans les faits, elles restent très souvent placées sous la direction des soins, ce qui engendre quand même un certain nombre de problèmes, et notamment une méconnaissance institutionnelle quand même des spécificités de la profession, et puis aussi des difficultés d'accès à la formation médicale continue, qui est pourtant vraiment indispensable. Et puis, juste pour finir dans les soins, en fait, il n'y a pas de hiérarchie avec les autres soignants, bien que dans les situations pathologiques, les médecins peuvent effectivement donner prescription à des sages-femmes pour un certain nombre d'actes. Ça ne constitue pas de relations de subordination, mais des relations de collaboration, puisqu'en fait, les sages-femmes restent responsables de leurs actes. Mais cette nuance-là, en fait, elle est très peu connue des médecins, mais aussi des sages-femmes elles-mêmes. Et ça, en fait, quelle que soit la génération. Donc, je n'ai pas tellement de solutions à vous apporter, mais je pense que ça doit s'inscrire finalement dans des cultures d'établissement pour essayer de mieux comprendre les compétences, en fait, de chacun, pour pouvoir mieux travailler ensemble. C'est vrai qu'on a très envie malgré tout de poser la question encore plus profondément, parce que la pluriprofessionnalité dans les maternités, on a les pédiatres, on a les sages-femmes, on a les gynécologues obstétriciens. Alors ce petit monde, les nouvelles générations les bousculent pour travailler sur quelque chose d'un petit peu plus plane, ou bien on arrive à conserver finalement une organisation qui reste celle un peu verticale de nos établissements. Alors, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai vraiment le sentiment d'avoir découvert ce que c'était que la pluriprofessionnalité dans l'équipe de recherche où j'ai fait ma thèse, en fait, où finalement,
les idées de chacun, quels qu'ils soient, sont les bienvenus et sont discutées avec le même sérieux. À l'hôpital, on a quand même le sentiment que la place des sages-femmes, parce que voilà, on parle des sages-femmes, dans la pluriprofessionnalité, elle se développe quand même, ce qui témoigne quand même probablement d'une reconnaissance progressive de nos compétences médicales. Mais il y a quand même de fortes hétérogénéités, en fait, probablement entre les établissements qui restent liés à un manque de connaissances, de l'expertise, de la responsabilité, aussi de la plus-value, en fait, parce que en fait, une sage-femme, c'est pas juste on prend un petit peu des pédiatres et puis on prend un petit peu des gynécologues. Il y a aussi une plus-value et une expertise qui est liée, qui est vraiment spécifique à cette profession. Et c'est dommage qu'il y ait cette hétérogénéité, parce qu'en fait, les équipes dans lesquelles il y a une véritable pluriprofessionnalité qui est installée, c'est celles qui fidélisent le mieux les équipes. Et comme je vous le disais, en fait, moi, à 34 ans, je fais partie des vieilles. C'est-à-dire que les sages-femmes, elles partent de l'hôpital. Et la solution que j'ai, c'est peut-être qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et à connaître les champs d'expertise de chacun, et ça, dès la formation initiale. Et voilà, je m'adresse donc aux doyens qui sont là aujourd'hui. Alors, c'est pas que le propre des sages-femmes. On a l'impression que les plus jeunes, au bout d'un moment, s'ils n'y trouvent pas leur compte, ils partent. Donc ça, c'est une nouvelle variable. Sarah, cette vision de la carrière linéaire qui se déroulait, tout à l'heure, Béatrice l'évoquait, on rentrait, on l'a conservée, on a l'impression qu'elle se télescope avec d'autres aspirations, de voir sa carrière par le biais de prismes différents. Comment la faculté y répond ? Et comment la faculté accompagne-t-elle ces nouvelles aspirations pour donner plusieurs clés à nos jeunes professionnels ? Alors effectivement, cette carrière un peu linéaire, très très stable qu'on a héritée, aujourd'hui, elle est télescopée avec l'envie de mobilité, l'envie de flexibilité, et puis l'envie de pluridisciplinarité et de multiplication des compétences. C'est-à-dire que c'est toute une génération, un petit peu touche à tout, pour lesquelles on a parlé aussi de tout ce qui va être l'apport des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Ils baignent dedans, ils sont nés avec, donc ils vont le maîtriser autant qu'ils vont maîtriser, je dirais, tout ce qui va être de l'apprentissage médical. Alors, c'est vrai que les universités ont la chance de pouvoir être les lieux d'expérimentation, par exemple, et de pouvoir proposer de plus en plus des parcours modulables, des parcours qui vont allier, ça a été discuté un petit peu ce matin, des parcours médecine-sciences, mais on peut aller au-delà, des parcours qui peuvent être vers de l'ingénierie, pourquoi pas des sciences humaines, et qui vont amener aussi la création de personnes qui vont avoir de multiples compétences, des métiers qui vont être nouveaux et qui vont pouvoir après intégrer des équipes de soignants qui vont avoir ces multiples facettes, qui vont toutes être intégrées finalement pour une prise en charge beaucoup plus intégrative et beaucoup plus personnalisée du patient. Donc la chance qu'ont les universités, c'est de pouvoir être ces lieux d'expérimentation et puis de recherche aussi et de complémentarité pour pouvoir mettre en place ces innovations, qu'elles soient d'un point de vue pédagogique ou technologique, et pouvoir renforcer le décloisonnement finalement entre toutes ces professions dont le but ultime, quand même, ça a été montré aussi à travers le petit questionnaire qui a été posé, c'est au bon sens du soin envers l'autre. Quand on parle innovation, on parle Kevin Yui. Tu auras 50 ans en 2040, donc on est pile dans le thème aujourd'hui. Tu es MCUPH en génétique médicale depuis le 1er septembre. Tu es aussi un geek en IA, puisque tu es docteur en machine learning. Et pour toi, l'IA, c'est l'une des facettes de ton exercice professionnel. Tu trouves que c'est aussi important, plus important que d'être médecin. Comment tu réconcilies ce côté caméléon que tu as et qui nous apporte beaucoup ? Merci de me laisser la parole sur cette question et ravi d'être avec vous. Effectivement, l'IA, je crois que c'est une technologie qui est apparue dans nos vies et plus rapidement qu'on le croit. Je crois que dans notre quotidien, maintenant, il y en a beaucoup à l'avoir adopté. D'ailleurs, je vais faire un petit sondage. Pouvez-vous lever la main si vous utilisez l'IA régulièrement dans votre vie ? Levez la main. Donc, il n'y a pas que les millennials voilà, qui utilisent l'IA. Clairement, on a une adoption un peu plus large et c'est juste devenu un outil, je crois, à chacun, tout à chacun. Et après, la question qu'on se pose ensuite, c'est comment on va construire les usages qui vont nous permettre de faire un meilleur soin.
Et ça, on travaille donc au laboratoire d'IA générative au CHU de Montpellier pour essayer de construire ces usages et de respecter ensuite l'ensemble du process du soin pour l'améliorer. Alors moi, je crois fort à ce qu'on a dit juste avant. La médecine, elle est de plus en plus pluridisciplinaire, donc elle nécessite d'avoir des nouveaux profils souvent qui embrassent des carrières universitaires et qu'on doit probablement promouvoir. En tout cas, moi, je fais la pub pour moi-même, évidemment. Effectivement, je nous fais confiance pour que l'ensemble de notre écosystème de santé puisse faire le mieux pour les 3 missions qui nous incombent, le soin, l'enseignement et la recherche. Tu n'as pas besoin de faire de la pub pour toi-même, je vais le faire. Tu as publié au New England le premier article sur l'IA avec Doc Simulator. Et donc, je veille sur toi pour éviter que Floriane, qui est à la tête de la Conf des innovations et qui est une jeune DG de CHU, ne cherche à te happer. Alors, ces innovations portées par les jeunes générations dans nos établissements, comment est-ce qu'on trouve la place de les faire fleurir, de leur donner leur espace et tout simplement de les détecter, parce qu'on parle de shadow IT, mais finalement, il y a aussi des shadow talents. Donc, comment la DG que tu es, au sein de la Conf de l'Inno, va réussir à faire émerger ces jeunes talents remarquables ? Merci pour l'invitation et puis pour la question. Et puis, il faut qu'on reparle, du coup. Ceci est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure et des différents échanges que je peux avoir avec les uns et les autres, il y a une nouvelle façon de faire équipe. Une nouvelle façon de faire équipe qui se base à la fois sur des profils nouveaux, on l'a évoqué, hein, aujourd'hui, à la fois le travail pluridisciplinaire et les nouveaux profils qui émergent, qui correspondent aussi aux nouvelles activités qu'on peut avoir dans les services et la nouvelle façon d'aborder le soin, l'enseignement et la recherche nécessairement. Ça nous interroge sur la façon de fonctionner en collectif. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un sujet qui a été abordé tout à l'heure par le professeur Kochner et le professeur Hugo, c'est la question de l'autonomie et la question de la latitude qu'on laisse dans les services pour justement faire émerger des profils qui sont moteurs dans l'innovation. Parce que l'enjeu de l'innovation, c'est d'avoir un moteur pour la porter et de laisser dans un service la place justement à ce moteur de se mettre en place et de pouvoir avancer. Et ça, c'est vrai que c'est une approche qui à la fois est nouvelle et sur laquelle on est à peu près tous d'accord, mais qui par contre est pas simple à mettre en place dans le fonctionnement actuel de l'hôpital et qui nécessite aussi justement de conscientiser ça et de se poser sur les latitudes qu'on se laisse, mais surtout les moyens qu'on se donne pour pouvoir permettre à certains d'avoir cette latitude et à qui on confie le soin de porter ces innovations et d'être moteur. Donc à la fois de structurer un projet, parce que c'est important aussi, y compris dans l'équipe, que le projet soit clair et que l'équipe puisse comprendre pourquoi il y a effectivement cette évolution dans l'organisation, il y a ce projet qui se déploie, à quoi il va servir, à quoi est-ce que tout le monde collectivement s'attache à la fois en termes de libération de temps, en termes d'appui et de soutien qui peut être apporté. Et ça, c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose qui se discute et sur lesquels il est important qu'en interprofessionnalité, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, il puisse y avoir un échange et quelque part un contrat qui soit passé sur les missions des uns et des autres, mais ce qui suppose aussi qu'à un moment, il y ait un temps d'évaluation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est qu'à un moment, il faut pouvoir se poser pour dire, bon ben voilà, on a collectivement fait des efforts et on a porté quelque chose, quel regard on peut rétrospectivement porter dessus, quel bilan, et surtout quelle suite on peut donner à tout ça. Donc voilà quelques éléments. Merci. Professeur Jean-Yves Gauvry, président de la CME au CHU de Rennes. Selon vous, le rôle du management, le rôle de l'environnement et le rôle de la gouvernance sur l'environnement pour faciliter le brassage intergénérationnel, il est majeur, il est crucial? Alors, j'ai pas de baguette magique, hein, on dit ce matin. Je pense que c'est pas qu'une question de management, en tout cas. Et je pense que le manager hospitalier, alors à quelque niveau qu'il soit hein, dans un établissement, je pense que je le vois plus désormais avec ces générations-là comme un facilitateur. Voilà. Il faut vraiment que... Alors, il faut avoir un leadership, mais il faut qu'il soit extrêmement flexible.
Et on est dans un établissement quand même, on parle des CHU, hein, moi, ce qui me paraît le plus fondamental, c'est la transmission des savoirs. Donc, comment est-ce qu'un manager va mettre en place, il va faciliter voilà, cette transmission des savoirs avec des mentorats. En tout cas, ça se travaille et probablement c'est son rôle principal. Et à un moment, on en parlait, je pense qu'il est là pour fédérer, non pas sur un projet, mais sur des projets. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut que tout le monde s'y retrouve. Et il faut des projets alors, collectifs, où tout le monde va s'investir. Mais en tout cas, il faut une offre plus importante. Alors, l'environnement, il est important parce qu'il va falloir mettre en place une collaboration, une organisation collaborative. Et vraiment, il faut mettre en place des espaces qui favorisent la communication. Or, on le sait bien, hein, on a quand même un vrai sujet sur les bureaux et les bureaux médicaux. Enfin, on est dans un paradoxe, c'est-à-dire que quand on interroge, les plus jeunes sont prêts à être plusieurs dans un bureau, et d'ailleurs, ça rejoint tout à fait ce que disait le professeur Maury, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans un métier stressant. Or, ces lieux-là sont, en particulier pour les plus jeunes, parce qu'ils le sentent, un endroit dans lequel ils vont pouvoir décharger leur stress, expliquer ce qui s'est passé et en même temps commencer un travail de remise en soi. Et contrairement, on voit bien que plus on est âgé, plus on s'isole dans un bureau. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai sujet dans la collaboration. D'ailleurs, plus il est vieux et plus le bureau est grand. C'est pareil, il faut probablement se détacher des communications que par mail. Voilà, c'est aussi un environnement de travail qui fait. Voilà, je vous le dis parce que nous, par exemple, dans mon service, alors c'est venu des plus jeunes, on a transformé une bibliothèque avec des livres et des revues dont plus personne n'avait accès par une salle de CrossFit, dans lequel, et d'ailleurs ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur effectivement l'activité physique, et bien en fait tout le monde s'est mis dans cette salle, voilà, et sans que ça vienne c'est venu des plus jeunes. Et je dirais, parce qu'à un moment vous en parliez, je pense que en fait on doit être dans un équilibre entre c'est mon avis, c'est le mot là, l'équilibre entre le management et l'environnement. Et c'est pas qu'une question d'âge, c'est pas qu'une question de génération, voilà. Et on en parlait aussi ce matin. Une personne parlait de liberté. En fait, je pense qu'il faut se donner de la liberté. Il faut se laisser de l'imagination pour avoir un management qui va faire travailler toutes ces générations entre elles. Alors, avoir un management qui fait travailler ces générations, de la liberté, ça suppose d'avoir de la bande passante. Les conflits gangrènent nos services, souvent des conflits qui n'épargnent pas les hospitalo-U, voire qui sont cultivés parfois par les hospitalo-U. Les nouvelles approches managériales qui sont partagées au gré de la médiation et l'aplanissement des conflits qui donne un terreau propice pour les jeunes, c'est aussi, en termes d'environnement apaisé, une mission des gouvernances, doyens, PCME, DG, Floriane. Alors, la question des conflits, effectivement, c'est quelque chose qui occupe beaucoup de notre temps. Et quand je dis notre, je parle vraiment des gouvernances et des trios de gouvernance, mais beaucoup plus largement des responsables de structures internes, qui soient chefs de service, chefs de pôle, en tout cas tous les responsables en situation de management. C'est vrai que moi, je reste persuadée qu'une structure entre guillemets qui fonctionne bien, c'est une structure qui s'autorégule en termes de gestion de conflits. Et donc aujourd'hui, tous ces conflits qu'on voit fleurir, moi je pense qu'on est en fait dans des conflits de valeurs. Alors conflits de valeurs, non pas que les unes soient bonnes et les autres soient mauvaises, mais en tout cas ce sont des valeurs différentes et qui sont difficiles à concilier. Et cette difficile conciliation, elle se traduit par des conflits qui fleurissent effectivement dans nos établissements et sur lesquels, en général, quand ça arrive dans le bureau de la direction, c'est que personne n'a réussi à y mettre un terme. Et ce sont, en tout cas de l'analyse que je peux en faire, c'est-à-dire qu'on est sur des conflits, donc des conflits de valeurs, mais aussi des sujets qui vont chercher dans la cohérence de l'action. On parlait tout à l'heure aussi de la question du sens, mais ça se traduit aussi par la question de la cohérence des positions. On parle aujourd'hui de qualité, de sécurité des soins, de santé mentale, et la direction porte ces positions. Et donc évidemment, quand on est face à des conflits où certains professionnels valorisent des difficultés en termes de santé mentale, en termes d'impact sur la vie personnelle, évidemment, on nous renvoie assez rapidement le fait qu'on parle beaucoup de qualité et de santé mentale et que pour autant on laisse perdurer
des conflits qui justement mettent à mal ces valeurs qu'on porte haut et fort. Donc cette cohérence et ces conflits qui s'acutisent, ça nous renvoie aussi à la cohérence de nos propres positions. Donc il y a aujourd'hui sur ces conflits de valeurs qui sont aussi des conflits de génération la plupart du temps, qui vont chercher dans le rapport à l'autorité, le rapport à la légitimité et à la reconnaissance aussi d'une situation difficile, y compris sur la reconnaissance d'un statut de victime aussi qu'on a du mal à traiter dans nos institutions. Et on se rend compte avec le temps que les solutions sont la plupart du temps plus simples que ce qu'on pouvait s'imaginer, et que la demande d'action qui nous est faite est aussi une demande de poser les choses, c'est-à-dire de verbaliser, que chacun puisse exprimer sa position, puisse exprimer son ressenti dans le conflit. Et ça, effectivement, c'est du temps. C'est beaucoup de bandes passantes, ce qu'on verbalisait tout à l'heure. Il faut prendre le temps d'écouter les uns les autres, de construire aussi une solution, parce qu'évidemment rien n'est simple et rien n'est automatique, sinon nous aussi on pourrait nous remplacer assez facilement par de l'IA. Et c'est trouver cette solution d'équilibre, ça nécessite beaucoup de temps aussi, et ça nécessite surtout de reposer un projet et de reposer les bases aussi de ce qui fait qu'on est une équipe, et de ce qui fait qu'on fait le choix de fonctionner en commun. Donc s'il y avait une ambition pour 2040, c'est aussi qu'on puisse faire de la prévention de ces conflits et trouver ces espaces de parole, comme le disait le professeur Govrit, sur la communication, qui est quand même le facteur majeur de prévention de ces conflits. Merci. Je vais m'adresser maintenant au professeur Enweiler. C'est pour une question sur l'IA et la pédagogie. Alors, en tant qu'enseignant actuellement, évidemment, on est rentré avec l'IA qui nous a surpris tous. Alors, on a réagi tous comme on a pu. Dans mon département de pharmacie à Rouen, on a organisé des cours pour former les étudiants à l'utilisation de l'IA générative. On a fait pour la rédaction des thèses une charte pour l'utilisation de l'IA dans cette rédaction de thèse. On a bien vu d'ailleurs à ce moment-là les différentes position avec certaines personnes qui refusaient la roue finalement et qui disaient qu'il fallait refuser l'IA, et d'autres qui ont eu une position beaucoup plus rationnelle. Mais d'un point de vue, là on est en 2025, on est là pour 2040. Comment en 2040 vous voyez la position de l'IA par rapport aux enseignements, je dirais magistraux peut-être, et la place de l'enseignant? Est-ce qu'il y aura toujours une place pour l'enseignant? Est-ce que ça sera uniquement un enseignant virtuel? Est-ce que d'un point de vue pratique, ça sera l'enseignant qui courra après l'étudiant qui boostera l'enseignant pour l'IA? Ou est-ce que ça sera une co-construction d'après vous d'un point de vue pédagogique? Bonjour à toutes et à tous, merci pour la question. Alors, je me suis d'abord posé la question de pourquoi on m'interrogeait moi, professeur de gériatrie, sur la question des plus jeunes, et puis après j'ai réalisé que le fait d'être un doyen de la génération Y voilà, me donnait certainement une certaine légitimité pour aborder cette question. En fait, ça a été dit très bien par Béatrice et Valérie tout à l'heure. Nos étudiants aujourd'hui là, sont nés entre 1995 et 2010, et donc effectivement on est sur la génération Z, hein, celle qui s'appelle aussi les digital natives, c'est-à-dire à l'échelle collective, hein, c'est pas toujours vrai à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective, ceux qui sont nés avec un smartphone dans la main, qui est collé au bras, hein, et puis parfois on s'en plaint d'ailleurs en cours, mais c'est comme ça, c'est collé au bras, c'est comme un doudou numérique, c'est rassurant, c'est une sorte de deuxième cerveau extracorporel, et donc on est sur la première génération hyper connectée et omnisciente, avec l'accès finalement à la totalité des connaissances dès à présent, ce qui a sonné le glas. Ça y est, c'est fait, ça a sonné le glas du magistère professoral traditionnel, où l'enseignant, le professeur était le seul finalement à avoir accès à la connaissance et de façon très descendante finalement délivrer
l'accès à la connaissance. Alors, pour autant, on a tous observé que c'est pas parce qu'on est hyper connecté avec un accès à toutes les connaissances du monde qu'on développe de façon innée un sens critique. C'est vrai à toutes les générations, ça. Et il me semble qu'aujourd'hui et demain, finalement, on va attendre de l'enseignant d'abord une position de coach, plus que d'enseignant, de coach qui va transmettre un certain nombre de soft skills, de capacité à avoir un esprit critique, capacité à hiérarchiser cette masse d'informations, capacité à donner du sens, ça a été dit aussi tout à l'heure, de l'authenticité. Alors, du coup, la génération Z et la suivante, l'alpha, et puis celle d'après qui arrivera, alors ce sera l'alpha qui sera parmi nos étudiants en 2040, eh bien, il y a évidemment un accès immédiat à l'IA, soit en migrance, pour les Z, soit les alphas là, qui sont au collège et au lycée, donc qui seront nos étudiants demain, qui ont grandi, qui n'auront connu que l'IA et qui auront donc un réflexe d'usage de l'IA immédiat. Et l'IA, et on a une très belle démonstration ce matin, c'est un outil absolument formidable pour plein de choses, et dans la formation aussi, c'est un outil d'interactivité, c'est un outil qui redonne un lien différent, mais du lien entre les étudiants et les enseignants, avec la possibilité d'interaction, de personnalisée, individualisée, voire quasi immédiate. C'est un outil d'auto-évaluation aussi pour les étudiants, et demain ce sera vraiment... quand je dis demain, c'est pas 2040, hein, c'est bien avant, c'est décembre 2025. C'est la possibilité d'auto-évaluation de l'étudiant, d'un cahier des charges et d'un contrat finalement avec son pédagogue sur une période de temps, un module ou un semestre. Et c'est la possibilité aussi d'une plus grande autonomisation, d'une responsabilisation de l'étudiant par rapport à sa formation professionnelle, à son apprentissage professionnel. Alors, c'est formidable, mais quand on garde quand même un sens pédagogique, le sens pédagogique qu'on souhaite apporter à notre formation. Et entre autres, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, moi je considère vraiment fondamental que les professionnels de santé de demain, qui sont nos étudiants d'aujourd'hui, conservent une capacité à réfléchir, à argumenter, à raisonner, à démontrer, et donc à avoir une pensée structurée, et pas juste que pense l'IA, avoir une intelligence naturelle. C'était quelque chose qui avait été dit aux assises il y a 2 ans. Et donc c'est dans cet esprit, mais vous donniez un exemple à l'instant, mais c'est dans cet esprit que la conférence des doyennes et des doyens des facultés de médecine a adopté hier une charte d'usage de l'intelligence artificielle pour la rédaction des documents académiques, qui n'est évidemment pas une charte qui interdit, il ne faut pas être naïf, et puis encore une fois c'est un outil formidable, ça n'interdit pas l'usage de l'IA, mais ça l'encadre avec un certain nombre d'usages autorisés, encadrés, puis aussi des choses qui sortent des valeurs scientifiques qui sont portées de façon habituelle par le monde académique, et pour permettre encore une fois aux futurs professionnels de garder ce sens critique en transparence et en responsabilité. Alors, peut-être pour rebondir sur vos propos, professeur Ahnweiler, Kevin, en 2 mots, Doc Simulator, c'est l'introduction d'une réconciliation entre le pédagogue, les jeunes qui s'entraînent pour les Écosses, un peu d'IA, et à la fin, une belle histoire. Je pense que c'est surtout répondre à, on a dit des études récentes, les études de médecine, c'est répondre à une nécessité de pouvoir donner accès à un entraînement de qualité. Je crois que l'apprentissage, c'est la réflexion de l'expérience. Donc l'expérience, c'est bien, mais il faut avoir un feedback de ça. Donc c'est ce que permet la plateforme, c'est l'idée d'apprendre. Et après, je crois qu'au fond, ça replace notre rôle qui est toujours le même, c'est-à-dire de définir les compétences qu'on aimerait que demain les médecins apprennent. Et ça, nos prédécesseurs l'ont fait avant nous. En 2040, ce sera probablement mon tour, peut-être, d'imaginer ça. Et effectivement, là-dessus, si l'accès à la connaissance est si aisé, qu'est-ce qu'on va attendre des médecins demain? Et c'est à nous de le définir. Et l'IA va nous aider aussi après à pouvoir évaluer ces compétences. Et ça redéfinit probablement beaucoup de choses. Peut-être qu'on ne pourra plus évaluer les thèses comme c'était avant. Peut-être qu'on ne pourra plus faire des QCM. Et peut-être tant mieux, finalement, pour aller demain vers une évaluation des compétences et donc, in fine, un meilleur soin pour tous. Alors,
professeur de Bouvry. Vous êtes bien sage au premier rang. On va vous laisser ouvrir un petit peu le dialogue, parce que là, on parle beaucoup de la communauté médicale. Vous êtes allé au-delà au CHRU de Nancy, puisque vous avez lancé une analyse, une étude, qui concerne cette fois-ci les partenaires, les soignants. Alors donc, les jeunes soignants, quelles sont leurs aspirations ? Donc sur le plan du CHU de Nancy, la question c'était, on avait un problème de personnel, notamment des infirmières, et on a eu des générations où on avait des difficultés à trouver des postes d'infirmières avec des réductions de lits et donc une grande tension. Donc on a voulu travailler avec des chercheurs en sociologie sur la question de savoir est-ce qu'il y a des explications à ce phénomène. C'était quelque chose qui était connu dans les années 2010, qui s'est acutisé au moment du Covid. Alors, ils ont travaillé, ils ont interviewé plein d'infirmières, ils sont restés le jour, la nuit, enfin, vous voyez bien, c'est ces questions de sciences sociales et humaines, où on va au fond des choses. Et alors, si j'essaye de parler un peu sociologue, ils ont des concepts qui pourraient être le syndrome de choc de la réalité, notion de dissonance, et puis notion d'un métier polycentrique. Donc je parle sociologue, hein, vous m'excusez. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les infirmières, pendant leur formation, finalement, elles sont dans une période de lune de miel, avec une image du soi très valorisée. On va leur apprendre le soin, de faire attention à l'autre, d'aller à l'écoute. Et tout ça, c'est très valorisant et c'est une période donc de forte estime de soi. Et arrive le choc à la réalité, qui est le premier jour de la prise de fonction, où là, on leur demande d'être efficace, d'être extrêmement technique, d'aller très vite, de prendre une décision très vite, de travailler en équipe avec des gens qu'on n'aime pas. Et tout ça, c'est déstabilisant, et on arrive donc à cette notion de dissonance, c'est-à-dire que vous avez un décalage important entre quelque chose qui était un peu fantasmé, probablement, et la réalité. Et tout ça aboutit à ce phénomène de dissonance. Et quand cette dissonance est trop marquée, eh ben on arrive à la troisième notion, qui est celle de métier polycentrique, c'est-à-dire que si on n'est pas bien à un endroit, on s'en va. Et on ira ailleurs. Et on ira faire quelque chose ailleurs, et on verra si on se trouve mieux au deuxième endroit par rapport au premier. Et de temps en temps, même quelques années après, on revient à l'endroit premier, puisque le deuxième était encore pire que le premier. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent. Donc tout ça, c'est en fait cette fluctuation du métier, enfin dans l'endroit où on va travailler, donc qui est très marqué, beaucoup plus marqué probablement actuellement. Donc on choisit là où on se retrouvera le mieux. Et c'est un choc de valeurs entre finalement l'image qu'on se faisait du métier et ce qu'on vit en réalité. Et donc ça, c'est des choses qui sont assez marquées, probablement plus marquées dans les jeunes générations. Et ce qui est par contre très évident pour les sociologues, c'est qu'il n'y a aucun problème de vocation. La vocation est exactement identique. Il y a autant d'envie de bien travailler, voire plus. Il y a envie de travailler en équipe, et ça c'est très marqué, et de bien travailler. Donc ça, c'est des valeurs qui sont absolument constantes, intergénérationnelles. Mais le rapport direct au métier se modifie. Alors, comme on a promis qu'on allait garder notre temps, je vais donner la conclusion. On est une gouvernance triple. Je vais d'abord donner la parole à Jean-Yves. En quelques mots, quelques secondes, si on résume le brassage entre générations, c'est une épée de Damoclès pour les gouvernances ou c'est une chance qu'il va falloir cultiver d'ici 2040 ? C'est clairement une richesse pour l'hôpital. Hein. Au moment où quand même la main-d'œuvre se raréfie, les compétences évoluent très vite, et que quand même, parce qu'à un moment on a l'impression qu'on casse le travail, mais que quand même le travail, personne, enfin tout le monde est conscient que c'est quand même un élément extrêmement structurant. C'est plus l'alpha et l'oméga de notre vie, mais c'est quand même un élément extrêmement structurant, et c'est quand même le creuset d'un lien social. Je pense qu'en fait il faut s'appuyer sur les 3 générations en fait. Si je les résume, les plus expérimentées, elles sont axées sur la transmission, sur l'expertise et sur la pertinence, par exemple.
On parle de pertinence. Les plus jeunes, oui, c'est sûr, il y a beaucoup d'énergie. Il y a des valeurs, parce qu'à un moment donné, plus on est jeune, plus on a de valeurs. Voilà. Il y a clairement une culture du numérique, et on en parlait, il y a une vraie attente sur l'éco-soin, qui rejoint la pertinence d'ailleurs sur les plus âgés. Et en fait, moi, je m'appuierais, en termes de management, sur les générations intermédiaires, en fait. Parce qu'elles vont faire l'équilibre avec toutes ces générations-là, en fait. Parce qu'elles vont être dans l'agilité et dans la cohésion. Donc voilà, et je pense que clairement, au moment où, en plus, on a un allongement, heureusement, de la vie, on va travailler à l'hôpital avec 3-4 générations. Et franchement, c'est une vraie opportunité pour l'hôpital, le CHU, d'aujourd'hui et de demain. Merci. Même question. Alors, au choix, c'est la DG qui prend le relais ou c'est le doyen? Vous me dites. C'est toi, Floriane? Donc, en quelques mots, je pense que c'est évidemment une richesse et je partage évidemment ce que vient de dire Jean-Yves Gauvry. Par contre, je pense que c'est un challenge aussi. Et justement, je pense que évidemment, des changements de génération, on en a connu. Enfin, je veux dire, c'est le renouvellement permanent des générations. Je pense qu'il y a eu quand même un effet accélérateur de la crise Covid, et il y a eu une espèce de fracture qui s'est créée et qui aujourd'hui a révélé effectivement des changements d'approche et des changements de vision. Qui aujourd'hui mettent à mal quand même les structures telles qu'on les a connues dans les années précédant la crise, basées sur l'autorité, basées sur un cadre assez strict, voire rigide. Je pense que c'est aujourd'hui quand même un constat qui est unanimement partagé. Et quand on parle de challenge, je pense qu'il y a un enjeu à reposer ce cadre, c'est-à-dire à engager le discours et à recréer une forme de légitimité qui ne soit pas que par l'autorité et le savoir, mais qui puisse aussi se baser sur du lien et sur une approche quand même un peu différente, même si on voit bien que le changement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dire on dépend de telle hiérarchie ou telle autre, au final ne change pas grand-chose. C'est vraiment dans la façon dont on conduit les échanges et dans la façon dont on écoute aussi les besoins et les initiatives que sont prêts et prêtes à prendre les unes et les autres. Et la faculté? Le mot de la fin, épée de Damoclès ou chance, c'est comment on s'y prend? Alors, moi, on entend souvent, c'est vrai à la fac, c'est vrai dans les hôpitaux aussi, qu'il y a un désengagement de la part des plus jeunes, qu'il y a une perte de vocation, etc. Et je pense qu'on a entendu aujourd'hui que c'était d'abord pas le cas, qu'il peut y avoir une recherche de sens qu'on ne comprend pas toujours pour les générations plus anciennes, mais qu'il faut comprendre ça et lire ça dans les actions des plus jeunes. Et il me semble aujourd'hui que la jeune génération ne veut pas seulement soigner, mais elle veut se saisir du soin, elle veut construire le soin, elle veut transformer le soin de demain. Et ça, c'est typiquement du lien entre les générations, parce qu'au lieu d'opposer les plus âgés, les plus anciens, ceux qui ont tout appris, et les plus jeunes qui ont la vocation de transformer le soin, bien au contraire, il me semble que ça leur permet de dialoguer ensemble, de construire un projet ensemble pour transformer sans trahir nos institutions, hôpitaux, universités et les patients avant tout. Alors, on n'aurait pas eu une vraie table ronde si on ne vous donnait pas le mot de la fin à tous les deux. Vous avez chacun votre micro. Il est 24. Il vous reste 2 minutes pour chacun. La conclusion vous appartient. Bon, on va faire dans l'ordre chronologique, alors, du coup, pour laisser la parole à Colin à la fin. Je pense qu'effectivement, de voir l'ensemble de ces échanges, moi, en tout cas, en tant que millennial, ça me donne encore plus de sens sur comment on arrive à construire ensemble le soin. Moi, je me reconnais beaucoup sur la volonté de vouloir être utile. Ça, c'est des choses des valeurs qu'on partage. Et finalement, si on arrive à réussir à chacune de nos positions, dans ce compagnonnage constant qui fait partie pour moi de la plus belle chose de l'hôpital public, c'est quand même ça, et ça a été souligné à nombreuses reprises. Si on arrive à garder ces valeurs qui sont là depuis avant nous et qui seront là après nous, je pense qu'on aura réussi le pari de l'attractivité des carrières HU et de garder Colin parmi nous. Colin, je te laisse la suite. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous débarrasser les uns des autres. C'est ironique, hein, bien évidemment.
Mais ça montre à quel point on est dans une dynamique très dépendante, nous, en tant que jeunes, de nos maîtres, et nos maîtres, en tant qu'enseignants, parce que c'est des enseignants, ils ont quand même besoin d'enseigner, parce que c'est quand même un besoin fondamental, et sinon vous ne feriez pas ce métier. Il faut capitaliser sur l'avenir, il faut capitaliser ensemble, et là on enfonce des grandes portes ouvertes, mais on capitalise en travaillant main dans la main, évidemment, et comme nous avons besoin de nos maîtres, même s'il y a l'IA, même s'il y a tous ces outils-là, nous avons besoin de nos maîtres pour apprendre, et vous avez besoin de nous aussi. C'était le mot de la fin. Merci à tous.